Et on en vient aux délibérations qui concernent plus directement les questions du logement. Et donc, je vais demander à Michel Nerneuf de nous les présenter en bloc. Alors d'abord, deux bonnes nouvelles, des réalisations de deux programmes de réhabilitation plan climat-énergie. L'un fait par ICF Habitat La Sablière. C'est enfin ce que l'on appelle, mais qu'il ne faut pas appeler comme ça, la barre Andrézieux. On l'attend depuis longtemps, 279 logements, c'est quand même du lourd. Ça va se traduire par l'isolation des façades par l'extérieur, ainsi que des toitures terrasses qui seront végétalisées, le remplacement des fenêtres existantes par du double vitrage, l'installation d'une VMC et l'amélioration des équipements de chauffage. Ça devrait apporter une réduction d'énergie de l'ordre de 70%. Donc ce programme très attendu, et enfin, il voit le jour. Deuxième, c'est la réalisation, même chose, d'un plan de réhabilitation, plan climat-énergie, ce coup-ci par la RIVP, et c'est au 9, 11 et 12 impasse Milor. Ceux qui ne savent pas, aucun prendre leur GPS, là. Enfin, c'est du côté de la porte de Saint-Ouen. Et là, ça concerne quand même aussi un certain nombre de 59 logements. Et on aura donc un gain de 41%, un peu moins que ICF La Sablière, mais aussi ICF La Sablière, l'immeuble revient de loin, de plus loin. Voilà. Ensuite, alors là, sans transition, les vitraux de la salle Saint-Bruno, il faut les remplacer. Alors c'est déjà une salle polyvalente, monsieur le maire, hein, d'une certaine façon, déjà, qui avait été inaugurée dans les années il y a longtemps. Et justement, les vitraux, il faut les changer. Donc, comme c'est la ville qui est propriétaire, elle va changer les vitraux. Non, pas les micros. Enfin, deux nouveaux immeubles qui rentrent dans la CPA de la Soreca, c'est-à-dire on continue toujours le travail contre l'insalubrité. Il s'agit du 7 rue Jean Robert et du 9 passage Cracher, pour lesquels on nous demande d'instaurer le DPUR, parce que cet immeuble va mal, et donc s'il y a des ventes, ce serait bien que la ville puisse acheter afin d'aider la copropriété. Pour le moment, il ne s'agit pas d'exproprier l'immeuble, hein, mais afin d'aider la copropriété à s'en sortir. Suivant, la modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation. Eh bien, avant, si la ville ne répondait pas dans les 2 mois, ça voulait dire qu'elle était contre. Et maintenant, si la ville ne répond pas dans les 2 mois, ça voudrait dire qu'elle est pour. Voilà le changement important au bénéfice des usagers. Autre nouvelle intéressante, la ville était propriétaire depuis 1923, par expropriation, d'une parcelle importante au 4 bis rue Coustou, où il y a une toute petite entrée, mais à l'intérieur, une grande surface, juste derrière les parkings qui sont en hauteur. Et évidemment, c'était EDF qui était dessus, puisqu'on avait des accords avec EDF à l'époque, où il fallait que ce soit les collectivités publiques qui logent l'opérateur qui était national à l'époque. Et maintenant, donc, l'opérateur doit partir. Et donc, c'est le protocole de réalisation du bail commercial du 4 bis rue Coustou qui va nous permettre donc d'envisager la création de logements sociaux dans ce secteur qui est largement en déficit. Et enfin, là, il s'agit d'un programme de réhabilitation privé de la grande parcelle du 104 boulevard de Clichy, mais dans laquelle, du fait des travaux qui vont être réalisés par la société foncière de la colline, elle est dans l'obligation donc de réaliser aussi une partie de logements sociaux. Et il s'agira donc de 10 logements sociaux, un mélange de PLAI de plus et de PLS, qui seront confiés à l'immobilière 3F dans ce programme, pour lequel je tiens quand même à dire que l'opérateur, pour ce qui concerne le privé, a rédigé un livret d'information aux locataires qui est assez important et dans lequel il a pris l'engagement pour tous les locataires présents de prolonger les baux jusqu'en 2020. Voilà. Et que, éventuellement, si des propriétaires veulent vendre, il leur est demandé aussi de faire une DIA directement à la ville pour que la ville puisse acheter. Donc, ce n'est pas une opération publique, c'est une opération privée dans laquelle il va y avoir du logement social, une petite partie, et
Peut-être que par la suite, pourra se développer autre chose dans le cadre des mutations qui pourront intervenir là-dessus. Voilà, Monsieur le maire, les différentes délibérations logement et habitat. Merci beaucoup. Sur cette délibération, donc j'ai Gérald Briand qui voulait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, Monsieur Bournazel? Est-ce qu'il y a d'autres inscriptions? Non. Alors, Gérald Briand. Oui, c'est juste un complément d'information sur le 4 rue Coustou. Donc si la destination, c'est évidemment des logements sociaux, en plus, avant, on va faire en sorte de pouvoir travailler, enfin, ce qu'on peut un peu qualifier de ce qui va devenir l'intercalaire, mais de travailler à de l'hébergement d'urgence aussi. Donc il y a une opération qui est en train de se préparer, mais je pense que sur une délibération qui va arriver bientôt de la part de la ville, on pourra être plus explicite. Mais c'est vraiment, voilà, ce qui prouve que la ville, elle s'est beaucoup mobilisée sur les migrants, mais aussi sur tout le public SDF. Elle cherche encore à trouver des locaux, et donc voilà, ça fait partie du travail qu'on a engagé, qui est un travail de fond. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je vais être rapide puisque ce débat, nous l'aurons au Conseil de Paris et que je n'ai pas beaucoup de voix ce soir pour des raisons de maladie de courte durée, je vous rassure. Je voudrais intervenir sur plusieurs points et je m'adresse donc à Michel Lerneuf. Donc, sur tout ce qui est plan climat-énergie, nous soutenons évidemment tout ce processus, mais j'ai deux questions à vous poser. Comment se déroulent les relations entre les bailleurs concernés et les habitants au moment de ces opérations qui nécessitent évidemment des travaux conséquents, et quelles sont aussi les conséquences financières pour les locataires? Est-ce qu'il est prévu une indexation des loyers au vu des coûts de telles réalisations ou pas du tout? Ça, c'est ma première question. Ensuite, on a parlé de l'habitat dégradé, donc je voudrais en profiter pour vous alerter sur la plainte de nombreux habitants, et je voudrais donner par exemple l'exemple de l'ensemble social Émile Blémont, où beaucoup d'habitants du logement social actuel, notamment de Paris Habitat, se plaignent de l'habitat dégradé. Je suis allé moi-même visiter des appartements dans des états vraiment indignes qui appartiennent à Paris Habitat. Je voudrais savoir un petit peu comment la mairie d'arrondissement, en lien avec les bailleurs, recense ces appartements sociaux qui sont indignes et insalubres, et comment la ville, la mairie d'arrondissement compte demander des comptes aux bailleurs et très prochainement des actions concrètes afin de donner l'exemple. Et je voudrais aussi vous dire deux autres choses en général, mais je vais être très court. C'est que tous ces projets de logement que nous soutenons et que nous votons régulièrement doivent tenir compte d'une chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de produire du logement, il faut tenir compte de la qualité de vie ensuite dans ces quartiers-là. Et j'insiste sur deux phénomènes de dégradation actuelle de la vie quotidienne: les problèmes de tranquillité publique qui minent la vie de beaucoup d'habitants, le problème de la saleté des rues. Je crois qu'il y a un effort particulier à faire pour qu'il y ait un meilleur cadre de vie, et ça touche différents quartiers du 18e, et c'est absolument important de le lier aussi aux conditions d'habitation. Et puis enfin, vous me permettrez de vous dire que nous battons, et nous n'avons jamais gain de cause, sur de vos programmes de logement, de l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire des programmes qui pourraient s'adresser à des personnes de revenus modestes, à qui on pourrait permettre d'accéder à la propriété. Quand allez-vous vous engager à renouer avec ces programmes d'accession à la propriété pour permettre à des familles de revenus modestes qui ne pourront jamais devenir propriétaires à Paris au vu du prix du marché, à le devenir grâce à un système social qui permet de combiner mérite et ascenseur social? Merci. Avant de laisser Michel Lerneuf répondre, Yann Brossat de demander la parole, donc je la lui donne. Dans un esprit constructif, parce que le débat est constructif et qu'il ne faudrait pas le faire dévier. D'abord, la question du logement social et de son intégration dans les quartiers est évidemment une question essentielle. Je pense que le meilleur moyen de faire en sorte que le logement social s'intègre bien, c'est précisément d'éviter de faire du logement social systématiquement au même endroit. Et de ce point de vue, la délibération que nous allons adopter et qui vise à faire en sorte qu'on produise du logement social rue Coustou, à Montmartre, dans un quartier très déficitaire, ce sera 70 logements sociaux qui seront produits à cet endroit-là. C'est une bonne nouvelle parce qu'on fait de la mixité sociale. Et la mixité sociale, c'est le moyen justement d'intégrer le logement social dans le quartier et d'éviter de construire des ghettos urbains. La deuxième question, c'est la question de l'accession à la propriété. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'accession à la propriété pour
les classes moyennes à Paris, c'est le niveau des prix. Moi, ma conviction, c'est que le seul moyen de sortir de ça, c'est de faire en sorte qu'on ait des prix maîtrisés et qu'on ait des prix de sortie, notamment dans nos zones d'aménagement, qui soient plus maîtrisés qu'ils ne l'ont été. L'exemple de la ZAC Batignolles nous montre qu'on ne doit pas continuer dans cette voie-là avec des logements qui sortent à 12 000, 13 000 euros du mètre carré. Comment faire en sorte que ça bouge? Nous avons fait quelque chose d'important tout récemment. Nous avons signé avec la maire de Paris une charte qui nous engage, mais qui engage aussi l'ensemble des promoteurs de la place parisienne et qui vise à faire en sorte que tout le monde fasse un effort, que la ville fasse un effort sur les prix auxquels elle vend les terrains, que les promoteurs s'engagent à pratiquer des prix de sortie qui soient des prix maîtrisés et qu'au final, on ait des propriétaires de la classe moyenne qui puissent acquérir à Paris. C'est ce que nous avons fait et les prochaines zones d'aménagement qui vont sortir, je pense à la première, en l'occurrence ce sera Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, doivent nous permettre de faire la démonstration qu'on peut faire des prix d'accession qui ne soient plus des prix délirants comme on les a connus au cours des années précédentes. Donc on avance sur cette question-là, qui est effectivement une question importante et qui n'est pas pour nous un sujet tabou ou un sujet dont il ne faudrait pas parler. Merci. Gérald Briand va te demander à redire un mot, donc je vais lui laisser rapidement la parole. C'est très court, mais c'est aussi dans un esprit constructif. Tout de suite, quand on parle de logement social, ensuite enchaîné, comme je viens d'entendre de la part de M. Bournazel, sur sécurité et sur saleté, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je dis à un moment, je comprends qu'il y ait des inquiétudes, qu'il y a des gens qui tout d'un coup doutent, ça change des habits, ça bouscule. D'accord, ça bouscule, d'accord, mais juste restons-en. Enfin, on parle quand même de gens. Hein. Je viens de vous citer, juste, c'est votre propos. Hein. Donc moi, je trouve ça regrettable. Et je trouve qu'on gagnerait plus, d'être un peu plus tranquille et de voir comment, en bonne intelligence, justement, dans l'esprit que vient de donner Yann, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de mieux travailler une mixité sur tout un territoire et pas tout de suite en essayant d'endosser le vieux couplet sur les classes dangereuses, voilà, qui est vraiment qui est fatigant, quoi. Alors, un mot de M. Bournazel et ensuite Juste, un mot de M. Bournazel. Ne vous plaignez pas, M. Honoré, je lui laisse la parole. Vous devriez être heureux. Juste, et vous le savez très bien, donc inutile de faire la politique politicienne, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai parlé. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, je vais m'exprimer convenablement si je me suis mal exprimé. Je dis que le problème de la saleté et de la tranquillité touche tous les quartiers, qu'il y ait des résidences sociales, qu'il y ait des résidences privées, et que tous les habitants, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge ou leur vote politique, s'inquiètent de la montée de ces problèmes-là, et c'est légitime. Et que chacun, quelle que soit sa condition sociale, veut des rues propres et des rues tranquilles. Et je crois que c'est un sujet qui est partagé, et je tiens à le dire et à l'affirmer haut et fort au moment où on pense à faire de nouveaux logements ou à réhabiliter des logements, à ce qui est aussi derrière l'idée qu'on ait un cadre de vie agréable. Je crois que c'est quelque chose de partagé et de tout à fait républicain. Alors, n'essayez pas de dire que d'un côté, il y a des classes et des autres. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois simplement que pour vivre ensemble, pour faire de la vraie diversité sociale, il faut que derrière, il n'y ait pas qu'une logique de recherche de logement, il y ait aussi une recherche derrière de la manière dont chacun peut vivre dans un quartier. Voilà. Comme j'aurais pu vous parler de la diversité commerciale ou de plein de sujets. Donc, que les choses soient bien claires et que les propos restent bien constructifs. Et je remercie M. Brossat de ses propos constructifs. Pour rester constructif, je vais laisser la parole à Michel Lerneuf en rappelant, pour informer tout le monde, que avec Maya Kari, je me suis engagé pour que notamment le quartier Émile Blémont puisse bénéficier de la géographie prioritaire. C'était normal compte tenu des réalités économiques de la zone. C'était une question qui était posée par l'État, à savoir s'il était utile qu'un petit morceau de quartier tout à côté de la mairie rentre dans la géographie prioritaire. Et nous nous sommes battus pour, parce que bien sûr nous sommes très engagés pour faire en sorte que chacun vive bien, indépendamment d'ailleurs de sa situation sociale, puisque les questions que vous évoquez dépassent largement les quartiers dits en difficulté, même si souvent les phénomènes s'y concentrent, et que de ce point de vue-là, l'essentiel c'est d'arriver à mélanger. Et arriver à mélanger, ça veut dire faire venir des moins riches dans les quartiers riches et faire venir des plus riches dans les quartiers moins riches. Et de ce point de vue-là, le mélange que nous opérons dans l'ensemble des opérations est le seul outil qui fonctionne, mais c'est un mélange qui marche si on fait du logement social, parce que
que c'est bien le logement social qui est la garantie de la mixité, y compris dans les quartiers les plus en difficulté. Et c'est de laisser le marché privé faire seul son œuvre qui crée des ghettos. Alors c'est vrai, c'est plutôt des ghettos de riches que des ghettos de pauvres, mais pour autant, si on veut que dans les quartiers des portes, on accueille des classes moyennes plus aisées, il faut continuer à faire ce qu'on y fait, c'est-à-dire du logement social, parce que le logement social est accessible, je le rappelle, à 70% des foyers parisiens, et que par ailleurs, on fait aussi de la promotion immobilière privée dans ces quartiers, avec, Yann Brossal a dit, des tarifs qui doivent correspondre à la réalité de ces quartiers, et en même temps permettre d'attirer toute une frange de la population qui peut et souhaite devenir propriétaire, même si ce n'est pas un but en soi, mais qui peut et souhaite devenir propriétaire, et qui peut le faire, y compris dans les quartiers populaires, et c'est comme ça qu'on fait de la mixité. Michel Lerneuf, pour répondre à tout, et puis on va passer au vote. Oui, simplement, sur la question du plan climat, je prendrai l'exemple de la barre Andrézieux, puisque là, ça va être tout bénéfice pour les locataires, puisque actuellement, ce n'est pas du logement social. Et c'est le fait que ça va être donc dans le cadre du conventionnement que cette rénovation plan climat se fait. Et donc, ce sera tout bénéfice. À noter qu'il y a une concertation qui existe depuis longtemps, qui attendait patiemment, et entre ICF, la Sablière, et les locataires. Sur les autres points, je pense qu'il vous a été répondu. Simplement sur l'accession sociale à la propriété, je voudrais simplement ajouter ceci. 2 points. Premièrement, M. Bournazel, la politique que nous menons, elle va pas une fois à droite, une fois à gauche, un petit peu comme un bateau qui va à la dérive. On a un cadre, c'est le PLH. Le PLH, on l'a voté. Et tout est dans le PLH. Donc, dans le PLH, on a bien dit, il n'y a pas de mention de l'accession sociale à la propriété. Et pourquoi il n'y a pas de mention de l'accession sociale à la propriété, à l'accession sociale à la propriété? Parce que on a un objectif de 30% de logements sociaux à Paris. Et si on prend des parcelles qui sont disponibles pour créer de l'accession sociale à la propriété, ça se fait avec l'argent du logement social au départ, et pour finir à la fin, pour être du logement privé. Et donc, on n'avance pas sur les 30% de logements sociaux que nous nous sommes donnés dans notre objectif. Et ce que je dis maintenant, ce sera aussi valable tout à l'heure pour le vœu qui va me faire rester jusqu'au bout du conseil d'arrondissement, où c'est un peu la même règle. Il y a aussi un PLH et puis il y a un protocole que vous avez voté avec la SNCF. Donc voilà. On ne peut pas dire un jour je vote pour tant et puis le lendemain dire non, finalement ça ne va pas, il faut changer ça. Non. Si, il a répondu assez clairement sur la question de l'accession sociale à la propriété, qui est pour nous pas une priorité. Pourquoi? Parce qu'on est très déficitaire en logements sociaux. Or, l'accession sociale à la propriétaire, c'est du logement social temporaire, puisqu'une fois qu'il a été vendu une fois, quand il est revendu, je prends un exemple que je connais un peu, rue Philippe de Girard par exemple, le premier à acheter, lui, il fait de l'accession sociale à la propriété. Et puis quand il revend, le deuxième acheté, il est plus du tout dans le social du tout, il est dans les prix du marché, dans les prix privés. Et donc d'une certaine façon, c'est du logement social à court terme. Or, ce qu'il manque à Paris, c'est du vrai logement social durable. Et donc notre objectif n'est pas de faire de l'accession sociale à la propriété, mais ça n'empêche pas de faire de l'accession à la propriété. Il y a dans Chapelle Internationale et dans toutes les zones d'aménagement qu'on fait, il y a de l'accession à la propriété, c'est-à-dire des promoteurs qui créent des immeubles et qui les vendent à des gens qui les achètent. Et donc on ne s'oppose pas au fait que les Parisiens puissent ou souhaitent devenir propriétaires. On s'oppose au fait que ça passe par du logement social à court terme. Et au fond, c'est une façon de revendre du patrimoine, d'une certaine façon, parce qu'on pourrait vendre le logement social dont on dispose déjà à ceux qui y habitent, et puis ils les revendraient au tarif du marché ensuite, et donc on serait dans un espèce de jour sans fin où on finirait par avoir de moins en moins de logements sociaux, donc nous n'y sommes pas favorables. C'est d'ailleurs pas ce qu'il y a dans le PLH, et donc il est assez logique que nous ne le proposons pas. Je vais donc passer maintenant au vote sur les délibérations, à commencer par la DLH 267 qui concerne les allées d'Andrézieux. Qui est pour ? On répond si on veut, et puis si on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas. Unanimité, je vous en remercie. DLH 272, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. DLH 315 sur la salle Saint-Bruno, unanimité, unanimité. DLH 118, même vote, même vote. DLH 165, même vote, je vous en remercie. DLH 323 sur le 4 Coustou, même vote, je vous en remercie. DLH 301, boulevard de Clichy,
Même vote, unanimité sur toutes ces délibérations, c'est formidable.